Bonjour les leader makers, c'est Smartful et aujourd'hui je vais vous parler de Roscript. Et oui, je vais vous faire un petit retour sur Roscript et je vais en profiter pour vous parler de qualité de code. Alors Roscript, je vous avais présenté Roscript et je vous ai dit que j'étais en train de faire un petit projet. Je voulais refaire le projet de pool que j'avais fait en JavaScript avec Roscript. Et au final, j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que le langage n'était pas tip top. Il y avait pas mal d'annotations, donc le même défaut que TypeScript. Alors même s'il a l'avantage d'être orienté fonctionnel alors que TypeScript est orienté objet, et on l'a vu dans la playlist que vous retrouverez certainement en vignette ou en description que l'orienté objet, ça peut être dangereux, ça peut générer pas mal d'effets de bord. Roscript n'est pas non plus ultra passionnant, et donc je m'y mettrai peut-être plus tard quand il y aura une communauté un peu plus grande, s'il y a une communauté plus grande, mais aujourd'hui je me suis dit que c'était pas le moment de s'y mettre. Parce que oui, c'est le problème de Roscript, contrairement à TypeScript, où il y a une grosse hype, il n'y a pas beaucoup de gens dessus, et donc y a pas de tuto, il n'y a pas beaucoup de vidéos YouTube, sinon elles sont chiantes, donc on n'a pas vraiment l'embarras du choix. Et donc voilà. Et pareil, il n'y a pas beaucoup de blogs, il y a pas beaucoup de ressources dessus. Bon, comme j'ai dit, c'est un prétexte pour vous parler de qualité de code. Dans la qualité de code, il y a un point que je trouve assez en orienté objet, bien évidemment, donc avec le paradigme orienté objet. Il y a un point que je trouve un peu dommage, c'est que soit on va être dans des entreprises qui vont totalement négliger la qualité de code, généralement, soit aller trop loin dans la qualité de code. Et le problème en fait de la qualité de code, quand on va aller trop loin, c'est qu'on va générer un code qui est illisible parce que trop abstrait. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça. Il y a 23 design patterns, il y a des principes solides, donc là j'ai les trois premiers en tête. Single Responsibility, Open Close Principle, Liskov Substitution, et IED, je vois plus exactement ce que c'est. Il y a une question, je crois, de Dependency Injection, et le I, j'ai plus exactement ce que c'est. Bon, peu importe. Donc les 23 design patterns, ici on a l'exemple d'un design pattern, le design pattern builder. Donc comme on voit en fait, on a une interface, un builder, on a une classe ici directeur, une classe client, une classe Builder 1, une classe Builder 2 qui implémente l'interface Builder, et une classe Product 1 et une classe Product 2, bref. En gros, ce qu'il faut voir, c'est l'enchaînement, la philosophie, l'abstraction. Et donc, c'est pas des choses à apprendre par cœur, c'est une abstraction à assimiler. Et donc, ça prend du temps. Et si vous l'assimilez pas, quand vous lisez du code, et des fois, vous comprenez pas ce qui se passe. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que dans du procédural, c'est simple, t'as instruction 1, instruction 2, instruction 3. Alors qu'avec des design patterns, tu vas lire du code et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui. Voilà. Et en fait, si t'as pas pleinement assimilé l'abstraction, et tu comprends pas ce qui se passe. Alors tu vas me dire, c'est normal, t'apprends ça et tu te tais, quoi. Sauf que dans les faits, voilà, en entreprise, on te demande de faire une feature, tu l'as fait, et voilà, même si t'apprends ça au début, hein, quand tu te formes, dans les faits, tu vas pas, quand tu vas travailler, tu vas pas forcément systématiquement mettre ça en œuvre. Alors après, ça dépend des entreprises, hein, t'as des CTO qui veulent à tout prix qu'on respecte ça. Mais voilà, c'est pas toutes les entreprises. Dans certaines entreprises, il faut aller vite, hein, il faut aller dans le time to market, il faut mettre en œuvre la fonctionnalité. Hein. N'oublions pas que la technique est au service d'un produit, et non l'inverse, c'est pas le produit qui est au service de la technique. On ne trouve pas simplement un prétexte commercial pour faire travailler des ingénieurs, c'est les ingénieurs qui trouvent des solutions pour un produit. Et le comment, en fait, peu importe. Bon. Le problème, c'est vrai qu'il y a des problématiques après, il peut y avoir des problématiques de maintenance, on verra ça plus tard. Il y a aussi des règles. Avant de parler des règles, il y a un point moi, que je trouve un peu embêtant dans la qualité de code, c'est que dans les design patterns et dans les principes solides, il y a des collisions. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre des design patterns, dans certains cas, tu ne dois pas respecter certains principes solides. Ce qui montre qu'en fait, la programmation orientée objet, elle n'a pas un édifice très stable. Et donc, c'est problématique de se dire, ok, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'intégrer des patrons de conception, des design patterns, à essayer de comprendre en fait quelque chose qui est en fait très instable. Voilà, c'est pas un édifice parfait, et loin de là. Donc c'est embêtant. Maintenant je vais parler des règles, donc keep it stupid simple, KISS. Et comme je disais en fait avec les design patterns de base, vu que tu as des abstractions, tu vas certes changer une complexité de code où tu as tout qui est un peu mélangé par une complexité d'abstraction,
Et donc, est-ce que tu as vraiment simplifié les choses? Tu as simplement changé en fait de niveau de complexité. Bon. Alors dans certains cas, oui, toi, je dis pas que les design patterns sont inutiles. Dans certains cas, oui, tu as une page qui est extrêmement complexe, tu vas utiliser quelques design patterns qui sont simples à implémenter, genre le singleton, c'est très simple à comprendre, hein, par exemple. Bon, c'est pas utile dans énormément de cas, mais bon. Mais tu comprends que dans certains cas, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment, voilà, on aura une page, je sais pas, de 10 000 lignes avec des choses extrêmement, des logiques métiers extrêmement complexes. Le fait de faire des classes où on décrit clairement la logique métier qui sont bien. Bon, il y a des choses où, voilà, l'abstraction, elle est évidente. Par contre, si tu fais une abstraction qui est extrêmement complexe, il faut au plus profondément être un master des design patterns pour les comprendre. Certes, t'auras beau dire que les développeurs sont nuls, mais bon, voilà, c'est... Vraiment, il y a aussi une réalité, hein, quand t'as une majorité de... Bon bref, peu importe. Le dry don't repeat yourself, on est d'accord, le problème du don't repeat yourself, c'est que ça peut amener à des effets de bord, parce que bah, t'as tout à un moment, quand t'as une classe, enfin, pas forcément une classe, mais une méthode qui gère différents cas, parce que t'as pas envie de faire de répétition de code, et bah, la moindre modification de cette méthode abstraite peut avoir des effets sur tout un tas de cas, donc à manier avec parcimonie. C'est vrai que c'est pas bien de devoir aller dans 10 classes différentes pour pouvoir faire des modifications, c'est enquiquinant, c'est embêtant, donc don't repeat yourself, donc c'est-à-dire éviter hein, de faire du copier-coller. Éviter la... Ah, j'ai plus le terme en tête, mais bon, peu importe. Donc éviter voilà, d'avoir du code, d'avoir les mêmes éléments de code à plusieurs endroits, autant centraliser ça dans un seul endroit. D'accord, quand c'est exactement le même code, par contre, quand c'est les mêmes logiques, bah, des fois on a justement des modifications de logique particulières, et donc voilà. Bon. Alors après, c'est là tu vas me dire où sont utiles les design patterns, où en utilisant des patterns particuliers, on peut justement mettre des systèmes de règles qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas de répétition, mais qu'on pourra modulariser et justement mettre des changements particuliers. Dans ce cas-là, ouais, ok. Mais voilà, faut que ce soit bien fait, et faut pas non plus que ce système de règles soit trop complexe à mettre en œuvre. Parce que sinon, bah, la personne en lisant le code risque de rien comprendre. Et le Yanni, c'est you ain't gonna need it. Oui, bah alors en fait, des fois, on se dit, voilà, faut pas créer des choses dont on peut anticiper avoir besoin, mais dont on n'aura pas besoin. Et dans les faits, en fait, voilà. Les gens vont te dire ça, oui, non, mais là, t'as créé ça, sauf que là, t'anticipes un besoin qu'on aura, mais c'est pas bien. Et en fait, quand tu l'as pas créé, on va dire, mais attends, tu sais très bien qu'on aura ça comme truc, donc à un moment, prends l'initiative et mets-le en œuvre. Là, ça, c'est l'acronyme le plus stupide. Liani, bref. Bref, je vais en venir à la finalité. Il faut arrêter de sortir de ces voilà, des design patterns, des principes solides et tout. Pour moi, il faut... voilà, si on en a besoin, ça peut être intéressant, on peut piocher dedans. Je vous dis pas de l'ignorer, je dis simplement, faut pas le porter en porte-étendard. Ce qu'il faut porter en porte-étendard quand on parle de qualité de code, c'est faciliter la correction de bugs, donc faciliter la lisibilité, principalement pour faciliter la correction de bugs, pour faciliter l'ajout de nouvelles features. Si tu n'es pas dans ce cas-là, ton code n'est pas de qualité. Peu importe que tu utilises plein de design patterns et que tu respectes le solide, et que tu respectes toutes ces règles-là, pour moi, si un mec arrive qui a un bon niveau, galère à corriger les bugs et galère à ajouter une nouvelle feature, tu pourras dire qu'il est nul. Bon, mais ce sera... Voilà, c'est pas vrai. La qualité de code, et ça c'est vraiment ce que je veux dire, c'est faciliter la correction de bugs, faciliter l'ajout de nouvelles features, faciliter la lisibilité. Idéalement, pour moi, un code qui est bien écrit, c'est un code qu'un chef de projet est capable de lire, un chef de projet non technique, c'est-à-dire qu'il lit le code, il est pas très con, hein, il est capable de comprendre l'anglais, ton code utilise des noms de variables qui sont clairs, il est capable de comprendre grosso modo voilà, qu'est-ce qui se passe dans ton code. Si c'est le cas, t'as un bon code. Voilà. Voilà. Pour moi, un code de bonne qualité, c'est un code qui se rapproche au maximum d'une liste de spécifications. C'est... Voilà. Après, c'est pas tout le temps le cas, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ce qu'il faudrait atteindre. C'est se dire, ok, il y a un chef de projet qui nous a donné des spécifications. Faut essayer de faire le code le plus lisible possible pour que s'il regarde le code, il est capable de comprendre ce qui se passe. Je dis pas que ça doit être le cas, c'est pas toujours faisable, mais on doit essayer de tendre vers ça. À mon avis, c'est ma vision de la qualité de code.
Pour moi, c'est aussi une évidence, mais bon, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, réagissez en commentaire. Un point extrêmement important, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, un code aussi de qualité, donc il y a ces points-là, mais c'est aussi un code qui évite, enfin là, qui est le plus possible orthogonal, c'est-à-dire qu'une modification génère une modification particulière, qui n'a pas d'effet de bord. Et c'est pour ça que je voulais dire, faites très attention au dry, parce que le dry va générer très facilement des effets de bord. Et donc voilà, éviter les effets de bord. C'est pour ça que je me suis intéressé à la programmation fonctionnelle. Après, bah forcément, c'est un peu douloureux. Forcément, je vous dirais, ah tiens, j'ai vu telle technologie, et puis à un moment, aïe. Et surtout qu'il n'y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un grand engouement. Mais c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour que vous agissiez, pour que vous me dites, tiens, j'ai vu tel, tel tuto, c'est intéressant, tiens, j'ai vu que tel projet était fait avec tel techno qui est fonctionnel, tiens, j'ai vu telle interview, enfin, réagissez, hein. Réagissez, je vois qu'il y a des vidéos qui sont vues, n'hésitez pas à enrichir les vidéos que je fais dans les commentaires. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de gens qui font de commentaires, c'est dommage, parce que les commentaires, s'ils sont intéressants, eh ben, ils permettront à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de bénéficier d'un contenu augmenté. Donc voilà, je vous invite à réagir en commentaire, à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et à disliker si vous n'êtes pas d'accord avec ma vision des choses, et voilà, et puis à partager. Soit parce que vous n'êtes pas content de ce que j'ai dit, vous dites ça c'est exactement ce qu'il faut pas. Un code de qualité c'est un code où c'est difficile de faire les bugs, où c'est difficile d'ajouter de nouvelles features parce que nous on est des warriors, bon, nous on est des gaillards, hein, t'as vu, faut que ce soit compliqué. Bon, si vous êtes comme ça, bah dislikez et partagez. Vous contentez pas de fermer cette vidéo. Si vous considérez que j'ai raison, bah likez et partagez, parce qu'il y a des gens qui vont partager cette vidéo en disant que c'est pas bien, et donc si vous êtes d'accord avec moi, bah soutenez. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez que ce que je dis a une once d'intérêt. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Smartful, à bientôt.